qu'il y a aussi les silences à la radio. Ils sont proscrits. Un silence à la radio, on tombe par exemple sur un canal, et puis, tiens, pourtant, je suis bien sur France Culture. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, une personne vient de ne pas parler pendant 5 secondes, par exemple. Et c'est quelque chose, le silence, qui est particulier, parce qu'il fait appel à des choses personnelles aussi, et que quand on commence à jouer, par exemple, on ne sait pas s'arrêter. On n'y arrive pas. Je me permets ce préambule qui en même temps ne parle pas vraiment de musique, mais merci de m'avoir tendu une perche. C'est ce que nous pourrions appeler une spontanéité ou une immédiateté, puisque je vais vous parler de ça aujourd'hui, dans la pratique des musiques orales ou de la pratique de l'oralité. Je suis en effet musicien, mais j'ai une double formation. J'ai été formé en musique, certes, et je vous en parlerai un peu plus précisément tout à l'heure. Tous mes terrains de recherche et mes terrains de pratique musicale. Et je suis aussi sociologue de formation et anthropologue, ce qui fait que, en couplant deux formes de médiation, c'est-à-dire que la musique, on pourrait dire que c'est un art de la médiation, c'est un médium, c'est par lequel on passe pour les relations humaines, par exemple, pour les relations émotionnelles. Et la sociologie, c'est aussi une médiation, dans le sens où elle étudie les usages de toutes nos activités, les usages des activités humaines. Vous avez sans doute remarqué que la sociologie est peu représentée dans les médias, puisque son ambition, son objectif, c'est de dévoiler. C'est-à-dire de chercher dans, non pas la communication des consciences, mais de chercher dans la communication des inconscients. Et l'inconscient, comme le dit très bien Durkheim, qui est le père fondateur de la sociologie, l'inconscient, c'est l'histoire. Parler d'oralité, c'est parler, certes, d'histoire, mais c'est donc aussi parler de culture traditionnelle qui est en rapport avec l'histoire et qui est en rapport avec le passé, et notamment tous les cadres sociaux, mythologiques, les cadres de l'art, les cadres de relations sociales, où tout est dans tout, tout est considéré de la même façon. Nous ne sommes pas dans des sociétés différenciées comme les nôtres, où nous avons par exemple le champ littéraire, le champ scientifique, le champ politique, le champ économique. Vous voyez, c'est ça une société différenciée. Une société différenciée, nous y sommes. Et là je vais parler en tant que sociologue, nous sommes dressés à comprendre ou à saisir dans nos structures mentales que la société est différenciée. Donc la question qui se pose et que pose aussi l'anthropologie, c'est comment avoir accès à des cultures qui ne sont pas les nôtres. Comment les comprendre. Comment comprendre une pratique orale, une transmission orale, alors que nous avons plutôt une transmission écrite par le fait, par exemple, d'aller à l'école, de savoir lire, de savoir écrire. La musique, donc il y a peut-être des propos ce soir que je vais vous dire, vous allez dire, mais il enfonce des portes ouvertes, c'est évident, ou ça ne l'est pas, ou je ne suis pas d'accord. Comme j'aime à le dire, je ne dis pas forcément ce que je pense, mais j'essaye de dire ce qui est. Et pour avoir accès aux faits, les faits, hein, F-A-I-T, pour avoir accès aux faits, c'est aussi poser des questions aux faits. Poser des questions. Et la sociologie, les sciences sociales, la sociologie particulièrement, est armée pour interroger les faits, pour interroger ce qui se passe, les phénomènes. Interroger les phénomènes, c'est déjà mettre de côté tout ce qui concerne nos présupposés ou nos préjugés que nous importons, malgré nous, dans le fait de regarder le monde vivre, de regarder une musique, d'écouter une musique, par exemple, pour laquelle nous n'avons pas eu d'éducation.
Nous n'avons pas, je passerai un extrait tout à l'heure, nous n'avons pas forcément la culture pour l'avoir, on va dire, vécue, pour l'avoir apprise, des musiques pygmées, ce peuple qui se situe dans tout le bloc forestier d'Afrique centrale, qui est un peuple de chasseurs-cueilleurs. Nous n'avons pas non plus les codes pour entendre ce type de musique, pour le reconnaître et le considérer comme, non pas équivalent au nôtre, mais en tout cas, lui donner l'opportunité à une musique qui ne nous appartient pas, d'une autre culture musicale, d'une autre culture, anthropologique, mais aussi autre culture musicale. Nous ne donnons pas forcément la chance de comprendre ces musiques, puisque, et j'en viens au début de ce que je voulais vous dire pour démarrer, la musique est un art plutôt spiritualiste. C'est un art qui est compliqué, parce que c'est un art qui, dans nos goûts, réagit selon nos processus cognitifs et particulièrement nos premières expériences affectives. C'est par les musiques que nous écoutons, soit transmises par nos parents, soit vécues dans une éducation musicale. Alors nos parents, ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être... Voilà, c'est une éducation, et cette éducation, la sociologie liée au corps, nous apprend qu'il y a des inculcations, et que ces inculcations sont puissantes. Donc si nous n'avons pas l'habitude, si nous n'avons pas l'usage d'avoir, par exemple, une connaissance, et je fais exprès de ne pas parler de goût, une connaissance liées à d'autres musiques, on va les appeler du monde, comme par hasard on les appelle les musiques du monde. C'est-à-dire il y a nous, l'Europe, hein, l'Occident, et puis il y a les autres musiques, ce sont des musiques du monde. Voilà, déjà une forme, voyons, on interroge des petites choses comme ça qui ne disent rien, parce qu'elles sont acquises, et la sociologie, c'est une manière d'interroger ce qui est acquis, d'interroger ce que nous utilisons comme allant de soi. Donc, ce qu'on appelle aussi communément le sens commun. Et toutes ces musiques qui n'appartiennent pas à l'Occident, on pourrait aussi aller plus loin et en même temps aller plus près, en se disant quel est le rapport que j'entretiens avec les musiques traditionnelles françaises. Bon, voilà, commençons comme ça. On n'est pas obligé d'aller loin pour exotiser notre rapport au monde. On n'a pas besoin d'aller voir les musiques d'aborigènes, écouter les musiques aborigènes d'Australie pour se dépayser. Il suffit d'aller dans des bals folk pour voir qu'il y a des joueurs de cornemuse, voir qu'il y a des joueurs de vielle à roue, des joueurs, des musiciens qui ont un répertoire lié aux musiques traditionnelles. Souvent, les musiques traditionnelles, qu'est-ce qu'elles ont en commun, toutes, dans le monde? C'est qu'elles sont liées, généralement, à la danse. C'est nous, occidentaux, qui avons esthétisé le rapport à la musique pour ne faire qu'écouter la musique. La musique se danse, n'oublions pas. Donc elle est corporelle. Elle est dans le corps. Or, l'apprentissage ou la découverte de ces musiques de tradition orale sont des musiques qui se dansent. Donc c'est nous, en Occident, qui avons, on va dire, vous êtes au courant, hein, l'harmonie, par exemple. L'harmonie, oui, ça va? La mélodie, le rythme, l'harmonie. L'harmonie, c'est le fait de superposer ensemble différentes notes. D'accord? Donc il y a des gammes, je vous passe tous les détails, je ne suis pas là pour ça. Okay? Eh bien l'harmonie, c'est une invention occidentale. C'est une rationalisation de la musique qui a eu lieu à partir des pratiques du chant grégorien et des moines du Moyen-Âge. Et petit à petit, là, peu à peu, la musique s'est rationalisée et s'est séparée du corps.
pour devenir un art, on va dire, spiritualiste, avec toutes les liturgies qui sont liées. Alors liturgie ne veut pas dire forcément christianisme, hein. Liturgie, c'est-à-dire ça peut être les rites, ça peut être, les mythes, ça peut être les récits, c'est-à-dire tout ce qui est lié au fait de raconter, au fait d'être dans une situation sociale qui rassemble une population, qui rassemble des individus et qui en même temps rappelle aux individus pourquoi nous sommes là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un groupe. Bon. Donc là, c'est le côté sacré. La liturgie, c'est le côté sacré. Mais il y a aussi le côté profane. Vous voyez tous ces systèmes d'opposition. Le bon goût, le mauvais goût. Ah ben tiens, j'ai écouté ça. Non, c'est plutôt de mauvais goût. Oui, d'accord, c'est une opinion. On sait depuis Bachelard qu'une opinion ne pense pas, puisque c'est une opinion. Comment en sommes-nous arrivés là, à avoir des dégoûts? Bourdieu dit, le goût, c'est le dégoût du goût des autres. Ça, c'est marrant. Tiens, c'est-à-dire que je vais me positionner et me distinguer par rapport au goût des autres. Donc c'est par un système de relations que je me définis. Sauf que je n'en ai pas conscience, forcément. Je crois que je suis unique, bien évidemment. Je suis unique, je suis singulier, et je vais me considérer comme un individu libre. Bon, libre de nos choix, on parle souvent de choix. Dans une discussion que vous avez peut-être tous les jours, même avec des amis, on parle rarement de déterminisme. On parle rarement de prédisposition. On parle plutôt de choix et de choix libres. Or, faisant de la musique, étant plus ou moins libre, je considère que je ne le suis pas. Parce qu'en travaillant sur la liberté, on se rend compte que, ou en travaillant sur les déterminismes, liberté, déterminisme, on se rend compte quand même que beaucoup de choses sont construites dans nos têtes et dans nos corps. Je renvoie, parce que c'est une formulation qui a été faite par le couple Pinson-Charlot, la domination dans les têtes, la domination dans les corps, etc. Bon, nous sommes, d'autres diraient, conditionnés. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de dire nous avons des conditions de production de notre manière d'être. Ça fait un peu scientifique. Je suis content que vous pensiez que ce fasse scientifique, puisque la sociologie, c'est de la science, contrairement à ce que certains pourraient croire. On croit plutôt que ce sont les sciences physiques, mais en même temps, elles ne touchent pas aux objets que peut représenter l'homme. L'homme est un objet vivant, est un objet qui parle. Ah, voilà. Et Claude Bernard, médecine expérimentale, au XIXe siècle, a dit, effectivement, on a affaire là à des objets, à des objets qui parlent. Donc ces objets qui parlent, que sont les hommes, sont beaucoup plus compliqués, ou en tout cas, ça renvoie à des difficultés pour comprendre. Et oui, parce que si je parle comme ça, c'est parce que la musique, c'est une activité humaine comme une autre. Or, ce que nous importons dans la musique, c'est comme c'est un art, nous avons des goûts. Et parfois, les goûts sont tyranniques, puisque nous réussissons à dire « Oh, ben ça, c'est plutôt de mauvais goût ». Non, mais mauvais goût par rapport à quoi? Je veux dire, par rapport à un enracinement social. Oui, ça va, vous me suivez? Bon. Donc, c'est un enracinement social. Comment comprendre ce qui n'est pas nous? Comment découvrir des sons et en même temps s'y intéresser? Et quel est l'intérêt à s'intéresser? Oui, bon là, c'est un peu de la dialectique, hein. Désolé. Mais comment s'intéresser à quelque chose qui ne nous intéresse pas? Comment marchent les goûts? Comment se métamorphosent les goûts? Eh bien, c'est tout ça qui intervient dans la pratique de la musique orale. Alors, certes, vous êtes venus pour écouter la musique orale, en tout cas la transmission de la musique orale, mais qui parle d'oralité, malheureusement, enfin je dis malheureusement exprès, malheureusement va renvoyer à un système d'opposition. C'est-à-dire, si on parle d'oralité, on va forcément parler d'écriture. Si on parle de noble, on va forcément parler d'ignoble. Si on parle de haut, on va forcément parler de bas, parce que c'est un système de relations. L'oralité, vous le savez très bien, nous sommes dans une société d'écriture, donc l'oralité, la transmission de cette musique orale ou de l'oralité,
c'est quelque chose qui s'enseigne peu. Et d'ailleurs, posons la question, vous voyez, ça fait beaucoup de questions, hein. Mais l'art de poser des questions, c'est l'art aussi d'accepter qu'il n'y a pas de réponse, mais qu'il y a plutôt des hypothèses. Hypothèse qui n'est pas la même chose qu'une vérité. Vous me suivez? Une hypothèse, c'est un ensemble de choses qu'on va poser et argumenter, et qu'on va poser sur la table, et avec lequel on va réfléchir. Donc nous sommes dans une société d'écriture. Ok. Peut-on enseigner l'oralité? Cette question, quand on se la pose, on se demande, mais c'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question. Est-ce que ce qui n'est pas écrit peut s'enseigner? Vous avez par exemple en Sciences Po le concours d'éloquence. Oui, ça vous parle? Le concours d'éloquence. Alors là, le concours d'éloquence, c'est une forme d'oralité. Est-ce qu'elle s'enseigne, cette oralité? Eh bien, elle peut, en tout cas, par des cours de rhétorique, c'est-à-dire l'art de bien parler, l'art de convaincre, l'art d'utiliser un lexique un peu complexe même, et en même temps de choper des arguments, etc., ce que je peux peut-être être en train de faire en ce moment, eh bien, c'est jugé par un jury, et il y a des concours d'éloquence. Donc déjà, l'éloquence, c'est un bien joli mot, en tout cas qui fait appel à beaucoup de légitimité apparemment et d'autorité, le concours d'éloquence. Eh bien ce concours, quand on va l'étudier, on va se rendre compte que même s'il est appris dans des cours, eh bien ça va reposer sur des prédispositions naturelles de la personne à parler. Mais d'où viennent-elles ces prédispositions naturelles? Elles ne sont pas dans l'ADN. C'est à la mode en ce moment. Oui, c'est l'ADN de mon entreprise. Oui, d'accord. Sauf que c'est de la biologie. Ok. Eh bien, c'est encore une fois un rapport à des prédispositions qu'on a sans doute, ou peut-être, apprises dans l'enfance ou dans l'adolescence. L'écriture, vous vous rendez compte que quand on lit des notes de musique, ça ne parle pas. On n'entend pas. Je peux lire à haute voix ce que je lis. Mais en même temps, qui pourrait chanter à haute voix ce qu'il lit avec des notes? C'est pas évident. Quel est l'intérêt à écrire des notes de musique sur du papier, ou sur tout autre, d'ailleurs, tout autre support, puisque les premières écritures, c'est les Assyriens, les Sumériens, et c'était ce savoir graphique sur des tablettes d'argile. Au début, l'écriture a été inventée comme ça, hein. Il s'agissait en fait de faire des catalogues. Il s'agissait de stocker, on avait des stockages, on avait des marchandises, et des types de marchandises, et elles étaient annotées, elles étaient notées. Donc, les premières formes d'écriture, c'est pour une organisation administrative. Vous vous rendez compte? On en est aujourd'hui. Eh bien, on va poser les choses sur le papier pour transmettre. Mais que sait-on du corps qui joue? C'est pour ça qu'il y a des enjeux de savoir à quoi ressemblait, comment était jouée la musique grecque ou la musique romaine. Je devrais dire au pluriel. Ou comment était jouée la musique baroque. Dans les années 80, il y a eu un très très gros débat entre musicologues et musiciens pour l'interprétation du répertoire baroque, né au XVIe siècle. On est encore dans le monde occidental, avec l'écriture. Je vous ai dit tout à l'heure, rationalisation de la musique, l'harmonie, invention. Vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est une invention exclusivement occidentale. Vous pourriez me dire, oui, mais aujourd'hui, si on écoute les musiques africaines, il y a des guitares, il y a des pianos, il y a des synthés. Tout ça, ce sont des instruments harmoniques. Mais en fait, c'est issu d'une forme de revanche par rapport au colonisateur, où on va utiliser l'instrument du colonisateur pour se réapproprier une musique. Mais on n'a pas besoin non plus seulement de parler de coloniser ou colonisateur, ou esclavagiste ou esclave. On peut très bien trouver l'exemple aussi dans les sociétés occidentales entre le monde populaire, le monde rural, et le monde plutôt aristocratique ou bourgeois.
C'est-à-dire que, un exemple, vielle à roue. La vielle à roue est un instrument qui a été inventé au XIe siècle, donc ça date, et au début ce n'était pas, vous voyez ce que c'est une vielle à roue, hein, c'est donc une boîte avec une roue, une manivelle, des cordes posées sur la roue, donc avec le bourdon, très important le bourdon. Vous voyez ce que c'est le bourdon? L'ostinato qui va faire que, alors je m'adresse aux musiciens un peu, qu'on va faire une musique plutôt modale, c'est-à-dire on part d'un bourdon qui continue comme ça. C'est la pratique des maîtres sonneurs. Dans une cornemuse, vous avez remarqué qu'au début, avant de jouer, quand on gonfle le pipe, ou le bagpipe, quand on le gonfle, ça commence à faire une note unique, et qui continue. Comme ça. Et c'est ensuite qu'on va jouer dessus. Donc on va tourner autour de cette note. D'accord? Donc le bourdon, la chanterelle, c'est-à-dire il y a un clavier sur la vielle à roue. Un clavier. Et ça se joue avec le clavier. Donc c'est un instrument monodique, c'est-à-dire qu'il ne peut faire qu'une seule note à la fois, puisqu'il presse sur la corde. Donc plus on va proche de... C'est Pythagore hein, qui a trouvé ça. C'est bête, mais les Grecs. Plus on se rapproche plus on diminue la distance entre là où est bloquée la corde et d'un côté et de l'autre, plus on va trouver de l'aigu ou plus on va trouver du grave. D'accord? Ça c'est simple. Avec un instrument, on peut très bien le faire comme ça. Il suffit de presser une corde et de se balader avec le doigt tout en la jouant, cette corde, pour se rendre compte qu'il y a des notes. Il y a différentes notes et il y a des notes aiguës et des notes graves. Plus la corde est longue, eh bien, plus ça va être grave, et plus la corde est courte, plus ça va être aigu. Bon, mais cette vielle à roue, par exemple, cette vielle à roue était jouée par les moines pour s'accompagner. Elle n'avait pas la forme qu'elle a aujourd'hui, c'est-à-dire jouée uniquement seule. C'était juste grand, très grand, un organistrum, ça s'appelait comme ça, une table. Et on jouait, il y avait un individu qui jouait pour accompagner les chants des moines, et un autre qui tournait la manivelle, et la roue tournait sur la corde. Donc ça fait un son continu. Là, pour le coup, le silence, il n'y est pas. C'est un son continu. Et bien cet instrument, par la suite, et notamment au XVe et XVIe siècle, était l'instrument des mendiants. Les mendiants jouaient pour attirer, pour qu'on vienne dans les grandes villes, pour qu'on leur donne de l'argent, c'était l'instrument des mendiants. Et en même temps, c'est un instrument qui a intéressé beaucoup Louis XV. Donc vous voyez ces transformations entre les instruments. Ce n'est pas seulement le dominé qui utilise l'instrument du dominant, mais ça peut être aussi le dominant qui peut utiliser l'instrument du dominé. Excusez-moi, dominant-dominé. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas. Ça, c'est pas du tout un engagement politique. Hein. C'est juste, il y a une hiérarchisation qui est historique. Donc on ne va pas tuer le messager. Je vous remercie. Non mais c'est important. On tue toujours le messager, vous voyez ce que je veux dire. C'est le messager qui est... tu m'apportes une mauvaise nouvelle. Oui, mais elle existait avant que je l'apporte. Oui, mais comme tu l'apportes, c'est toi qui vas payer. Bon, ben voilà. C'est le messager. J'aime bien cette formule. Elle est assez marrante parce que des fois, quand on apporte une bonne nouvelle et dont on n'est pas responsable, vous voyez ce qui vous arrive. Ça vous est arrivé? Bon, d'accord. Donc, ce rapport-là, il a existé aussi avec le jazz, c'est-à-dire que la culture noire afro-américaine, donc la culture afro-américaine, c'est un peu la même chose que je dis, la culture afro-américaine a inventé des musiques qui sont issues à la fois des champs de travail, dans les champs de coton, en Amérique du Nord, et aussi dans les chants religieux, puisque on chantait au temple. Alors pas à l'église, on est chez les protestants, là, donc a priori plutôt au temple. Eh bien, ces chants ont été faits aussi individuellement en s'accompagnant d'une guitare. Donc la guitare empruntée, enfin telle que nous la connaissons en tout cas, empruntée au monde occidental, au monde des Blancs, entre guillemets. Ok ? Ça ne veut pas dire que le monde arabo-musulman n'a pas eu des instruments qui ressemblaient à la guitare. Mais nous avons inventé, en Occident, les frettes. Vous voyez ce que c'est les frettes?
C'est-à-dire, sur la guitare, il y a des barres qui permettent de reconnaître où se trouvent les notes. Ça permet, si vous voulez, de géométriquement visualiser chaque note. Et en faisant ce mouvement, c'est beaucoup plus simple. Il y a des instruments sans frettes que vous connaissez ou que vous pratiquez aussi. Le violon, le violoncelle, ce sont des instruments sans frettes. Mais la guitare, voilà, elle a un fret. Le luth arabe n'a pas de fret, etc. Il y a des emprunts qui ont été faits dans l'histoire de la musique à différentes cultures, puisque, qu'on le veuille ou non, et que certains le veuillent ou non aujourd'hui parmi nos candidats, eh bien, il y a des métissages, il y a des emprunts, il y a des manières d'emprunter, il y a des inspirations, il y a des communications, il y a des relations. Bon, c'est important. Pardon ? Des créolisations. Alors, des créolisations, ça c'est glissant, mais effectivement, ça peut être des créolisations individuelles, en tout cas. Donc là, je vais être un petit peu provocateur, je vais vous dire que l'art qu'est la musique, enfin, ou la musique dans les arts, est un art très particulier puisqu'il n'a rien à dire. Il ne dit rien. La musique ne dit rien. Un exemple, vous faites écouter de la musique pygmée, vous n'avez jamais utilisé la musique, vous n'avez jamais écouté la musique pygmée. Non seulement vous avez trouvé ça, bon, pas terrible, ça c'est de la musique. J'exagère. Avec le tambour, c'est encore pire. Les chants pygmées, ça peut passer, c'est la voix humaine. Quoique, quelquefois, on trouve que des chants ressemblent à des cris. Mais c'est pas possible. Bon. L'Occident, c'est quand même bien inspiré des musiques extra-européennes ou traditionnelles, dans les musiques notamment contemporaines. Tout à l'heure, on écoutera un extrait d'un musicien compositeur qui s'appelle Steve Reich. Eh bien, tous ces phénomènes d'emprunt, tous ces phénomènes de j'écoute de la musique, je n'écoute pas de la musique, j'écoute de telle musique, etc., eh bien, ça peut ne pas nous parler parce qu'on ne l'a jamais entendu, donc ça ne nous parlera pas. Ce que l'on pourrait dire, c'est que ces phénomènes de goût sont des phénomènes d'inculcation. Véritablement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas métamorphoser nos goûts. Exemple, je viens d'un milieu populaire, je n'ai jamais entendu tout ce dont je vous parle aujourd'hui, mais c'est dans mon adolescence que j'ai découvert ça à la radio. Et je m'y suis intéressé. Toutes les musiques avec le tambour, les musiques qui n'étaient pas occidentales, je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr qu'il y a d'autres musiques dans le monde, que le monde est vaste, et qu'il y a une pluralité des mondes. Merci Lucrèce. Donc toute cette pluralité des mondes, j'avais envie, quand j'étais adolescent, de la manger, d'y aller, de regarder, de savoir qu'est-ce que c'était toutes ces musiques. Alors t'es un peu embêté quand c'est pas enseigné au conservatoire. T'es un peu embêté quand ce n'est pas enseigné en école de musique. Et en même temps, tu te poses la question, mais comment se fait-il et non pas pourquoi? La question du pourquoi, c'est un peu embêtant. On va pas bien loin avec le pourquoi, parce que ça amène le parce que. Mais qu'est-ce qui fait que, ce qui n'est pas tout à fait la même chose d'un seul coup, hein, on pose la question, mais déjà dans la question, avec le qu'est-ce qui fait que, il y a un mouvement. L'espace est ouvert. Qu'est-ce qui fait que, dans les années 70, quand j'étais enfant, qu'est-ce qui fait que ce n'était pas enseigné? Et on ne va pas mettre des questions de morale dedans, la faute à qui, la faute à machin, parce que ça, c'est pas des réponses, hein. C'est plutôt des jugements. Eh bien, toutes ces musiques ont été aussi des phénomènes de mode dans les années 80. Et ce phénomène de mode médiatique, puisque tous les concerts que j'écoutais à la radio, par exemple, en fait, passaient à la radio sur France Culture et France Musique. Et en fait, la collection Okora de Radio France enregistrait in situ, c'est-à-dire sur les terrains, avec des ethnos, ce qu'on a appelé des ethnomusicologues, c'est-à-dire des ethnologues spécialisés dans les musiques de sociétés extra-européennes ou même de sociétés rurales, donc ces ethnomusicologues enregistraient ces musiques et en même temps, si on achetait ces disques, c'est ce que je faisais,
vous aviez un livre de musique profane. Voilà. Et j'ai bénéficié dans les années 80, de toutes ces recherches et ces parutions de disques qui étaient médiatisées, qui étaient transmises par des radios comme France Musique et France Culture. Mais pas seulement, puisque les années 80, c'était aussi les musiques populaires. C'est là où on a découvert le raï. Le raï, la musique d'Algérie, de l'Ouest. On a découvert Cheb Khaled à cette époque. On a découvert aussi, alors j'aime bien on a découvert, c'est comme les Indiens, ils existaient avant nous, mais Christophe Colomb, il les a découverts. Bon, ok, d'accord. Alors découvert, bon, pourquoi pas. Vous voyez, même moi, quand je parle, je m'écoute un peu. Alors on dit qu'il ne faut pas s'écouter aujourd'hui, mais je pense que je conseille à tout le monde de s'écouter, comme ça on saura ce qu'on dit, déjà. Bon, ça c'est une petite parenthèse spontanée sur l'immédiat, mais voilà, Cheb Khaled, qui c'est qu'il y a eu encore, qui a été connu dans ces années 80? Kalsoum. Pardon? Kalsoum. Ah oui. Alors ça c'était avant, mais vous avez raison, et tout à fait. Donc on peut y aller aussi avant. Kalsoum, on va dire qu'elle est arrivée parce qu'on commence effectivement à chanter dans sa culture, mais pour être connu au-delà des frontières, il faut un disque. Ou alors un concert. Mais bon, un concert Kalsoum à Paris, peut-être que ça a pu avoir lieu, mais encore à l'Institut du monde arabe, peut-être, et encore, il faudrait que je me renseigne, je vous remercie de la question, c'est stimulant. Enfin, de la remarque, pour laquelle je me suis posé une question. Oui, effectivement, Kalsoum, ou Fayrouz, dans les années... et une aussi qui était à Paris, et qui a chanté, d'ailleurs, Kalsoum, Sappho. Ça vous dit quelque chose, Sappho? Oui. Voilà. Ben, oui. Bon, Sappho aussi. Il y a eu... Cheb Mami. Cheb Mami, voilà, par la suite aussi. On a découvert... Allez, ça y est, c'est reparti. Elle est arrivée. Nous l'avons fait venir. Césaria Evora. Voilà. Dans les années 80, c'était l'ouverture sociale. Hein, c'était une suite des années 70, on pourrait dire, dans les pratiques culturelles et les pratiques de loisirs. Nous avons découvert les musiques africaines, la danse africaine, les danses africaines. Nous avons découvert les danses orientales, les danses cubaines, etc. Et vous voyez, tout ça, c'est des phénomènes de mode. Sauf que moi, quand j'étais jeune, je ne pensais pas que c'était des phénomènes de mode. Je pensais vraiment que c'était la France qui était comme ça. Genre, la France, ouais, elle est ouverte. Elle nous permet de découvrir des choses. Ce qui est vrai, eh bien, conservons-la. Et ne pensons pas que l'ouverture au monde, le fait de transformer l'étranger en familier, ne soit qu'un phénomène de mode, mais bien une démarche philosophique. Allez, pouf, une petite parenthèse. Genre, le gars, il est de gauche. Non, non, pas du tout, je fais de la sociologie. J'encourage tout le monde à faire un peu d'anthropologie aussi. Pourquoi vous voulez dire que l'anthropologie est de gauche? C'est pas faux. Bon, bref. Vous voyez, je pratique aussi l'esprit. Que je mets dans mon corps, et puis après on danse. Donc voilà, c'était des phénomènes de mode. Certes, j'en ai bénéficié, mais en même temps, par la radio. Vous vous rendez compte de la puissance du truc. Dans le sens où je ne l'ai pas vécu, ce n'est pas venu à moi, je n'ai pas... c'est la radio. En écoutant la radio, alors rassurez-vous, c'est pas musique musique pygmée, ça va pas passer à midi. Hein. Sinon on mange pas. Ni à 14h, sinon on vomit le repas. Non, oh, je plaisante. Bien sûr, ça passe à quelle heure, selon vous, pour ces découvertes de musique vraiment qui peuvent... Oui, voilà, c'est ça, mais vous avez tout à fait raison. Donc, et quelquefois, il y avait des rediffusions, d'ailleurs, parce que j'utilisais la cassette à l'époque. Oui, il y a la cassette. J'ai utilisé les cassettes, c'est-à-dire j'enregistrais ces émissions. Et comme je n'avais pas acheté la prise qui permet de mettre à l'heure, vous voyez ce que je veux dire, qui se déclenche là, bim, quand c'est l'heure, hein, avec l'horloge intégrée, eh bien je me levais quelquefois à 2h du matin pour des en rampant comme ça. J'étais étudiant, en rampant comme ça, et je me levais, c'est l'heure. Et j'attendais en plus que ça commence, et après j'appuyais sur REC, qui, pour tous
les anglophiles que vous êtes, veut dire record, enregistré. Et j'ai 250 cassettes. Donc avec des inédits aussi, alors il faudrait bien sûr aller dans les studios, dans les archives de Radio France pour trouver ces choses-là. Mais c'était des concerts aussi. Hein. Il n'y avait pas que des... Et puis des émissions aussi sur les ethnomusicologues qui parlaient de la différence entre les chants hédonistes, donc les chants pour s'amuser, et les chants sacrés, qui étaient encore autre chose, pour montrer que dans les sociétés, certes, il y a des règles, il y a des hiérarchies entre les différences entre les musiques sacrées et les musiques profanes, mais qu'en même temps, l'individu existe dans les sociétés traditionnelles. Parce que vous savez, on a un peu un présupposé qui croit que le groupe est tellement fort dans les sociétés traditionnelles que l'individu est supprimé. Ah ben non, il faut relire Clastres, les sociétés sans État. Alors lui aussi, c'était un ethnologue intéressant, qui a travaillé sur l'anarchie, l'anarchisme aussi, des sociétés sans État existent et elles peuvent fonctionner. Donc il a étudié les Indiens, je ne me souviens plus quels Indiens du Brésil. Bon, voilà, toutes ces choses-là, vous les avez connues, hein, je pense, peut-être à part Mademoiselle, qui ne les a pas connues. Mais vous étiez là dans les années 80, enfin là ou ailleurs d'ailleurs. Voilà, dans les années 80, vous vous souvenez de ce phénomène autour des musiques dites du monde, entre guillemets, hein, d'accord? Oui. Bon, toutes ces musiques dites du monde sont des musiques, qu'il s'agisse de musique érudite ou de musique populaire, d'accord? Vous me suivez? Musique érudite. Elles existent aussi dans toutes les sociétés qui ont été des sociétés des grandes civilisations. Il ne faut pas être érudit, pardon, il ne faut pas savoir écrire ou savoir écrire la musique ou savoir écrire pour être un érudit. Il y a des sociétés dans lesquelles les érudits ont une transmission, ont un savoir-faire oral, de l'oralité. Vous imaginez ce que ça veut dire en termes de mémoire? Alors pas la mémoire historique, hein, la mémoire personnelle. Comment peut-on connaître des milliers et des milliers de vers quand on est un chantre berbère, quand on est un aède homérique de Homère? C'est-à-dire que dans la Grèce archaïque, il y avait aussi des poètes. Donc tous ces poètes connaissaient des milliers de vers qu'ils pouvaient réciter oralement. Eh bien, les ethnologues, encore eux, ou les anthropologues, ont fait quand même l'expérience d'enregistrer, quand il y a eu les enregistrements, merci les enregistrements, donc à partir de la fin du XIXe siècle, d'enregistrer différentes générations avec la transmission. Comme on a l'enregistrement, on peut donc étudier les variations. Et il y en a. Il y a des variations, des choses qui s'ajoutent, des choses qui s'enlèvent, mais l'essentiel est là. Autre expérience des anthropologues, enregistrer la musique qu'on joue oralement, on fait réécouter. Eh bien, on fait réécouter, et en réécoutant, différents, par exemple, je ne sais pas moi, le flûtiste qui joue une pièce d'un village, et un autre flûtiste qui joue la même pièce de notre village, nous, on va trouver des différences. Eh bien, les personnes qui vont écouter ces enregistrements ne vont pas trouver de différence. Ils ne vont peut-être pas utiliser le terme variation, mais la variation existe. Donc ces manières de jouer, de danser, de se souvenir, pas de se souvenir, pardon, c'est Aristote qui dit ça, l'homme est le plus mimeur des animaux, et c'est en mimant que nous apprenons. En effet, souvenons-nous de l'enfant que nous étions. Bourdieu dit par ailleurs, on n'imite pas les modèles, on imite toujours les autres. Intéressant aussi, ça remet un peu les choses à leur place. Ce n'est pas les modèles que nous pouvons, certes, avoir des modèles, mais ce n'est pas tant les modèles que nous... Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il n'y aurait que des modèles. Ce n'est pas le cas. Je veux bien qu'on ait un modèle dans notre vie quand on est enfant. Un parrain, une marraine, un papa, maman, etc. Mais quand même, tout le monde n'est pas un modèle. Mais on imite les autres. Donc c'est en mimant et en imitant.
vous comprenez bien que ce sont des inculcations qui se font dès la prime enfance. Et en plus, où l'affectif, on parle de première expérience affective, où l'affectif est complètement incorporé. C'est-à-dire que l'enfant va se souvenir beaucoup plus facilement. On dit souvent d'ailleurs que les enfants sont des pâtes à modeler, etc., des éponges, ils se souviennent plus facilement, etc. Et puis on accepte, tout en disant ça, on ne dit pas qu'on accepte, voilà, qu'en fait on ne peut plus avoir une âme d'enfant. C'est-à-dire plus on avance dans l'âge, plus c'est difficile d'apprendre, quelque chose de nouveau j'entends. Donc effectivement, en termes de pédagogie, en termes d'écoute, mieux vaut que ces choses-là se fassent quand même assez tôt, parce que ça sera, entre guillemets, un peu plus facile. Ok? Je vais vous faire... pardon, alors tu vois, je parle n'importe quoi. C'est quand je dis, allez viens, je vais te faire écouter. Non mais déjà, tu vas écouter, je ne vais pas te faire écouter. Vous voyez ces choses-là? Quand vous allez rentrer, vous allez faire attention à ce que vous dites maintenant. Et surtout à qui? Non, c'est pas du tout de la parano, c'est l'inverse de la parano. Je dirais que c'est une forme d'autocritique. J'appuie? Vas-y, il n'y a pas de, okay. Y a pas de code. Ouais. Donc, merci Cédric, merci à toi, toute ton équipe, j'en profite aussi. Oui. Tu vois, quand je m'assois, je commence à être protocolaire. Oui, merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe de l'Université populaire et à ton travail, parce que je sais que ça a été difficile. Ça n'a pas été de tout repos pendant toutes ces années, il y a eu des hauts et des bas. Et, enfin, des débats, oui, à la fin. Mais vraiment, bon, voilà, chapeau, et puis merci pour la confiance que tu m'offres. Bon, vous ne me connaissiez pas maintenant, quand vous verrez mon nom, vous ne viendrez plus. Mais, bon, je veux dire, c'est une habitude, il n'y a pas de problème. C'est aussi une plaisanterie. Vous êtes complètement perdus, et moi aussi. Alors, on va écouter... en termes d'inculcation, je ne vais pas trop parler de moi, mais un peu, vite fait. Nous allons écouter tout ce qui concerne l'aspect mnémotechnique, c'est-à-dire technique et à la fois la mémoire, mnésis, la mémoire mnémotechnique, qui permet notamment dans chez les conteurs. Alors les conteurs, ce n'est pas des contes comme chez nous, les Grimm et compagnie. Les conteurs qui racontent les origines des familles, la mythologie, l'origine du monde, etc. Enfin, c'est pareil. Hein. Et en même temps, s'accompagnant d'un instrument de musique. Donc il y a des aspects mnémotechniques, des manières de se rappeler à quel moment on va parler de ceci ou cela, en utilisant un instrument de musique. Ou d'autres fois, l'assemblée, quand il n'y a pas d'instrument de musique, l'assemblée qui envoie un mot, qui participe, qui envoie un mot, et qui permet de rebondir à la personne qui raconte, à la personne qui parle. Donc tous ces aspects-là, il y en a énormément, énormément. Et plus on pratique, plus on sait faire, a priori. Hein. Et oui, hein. C'est pas comme d'avoir une application, mademoiselle. Non, je déconne. Pardon. Une application, mais oui, tout est application aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. On sait utiliser un ordinateur pour jouer, mais on ne sait pas utiliser un ordinateur pour ouvrir un fichier Word. Pardon. Excusez-moi. Donc là, on a des petites improvisations à partir d'un instrument de musique. Donc un instrument de musique qui fait un ostinato, c'est-à-dire quelque chose de répétitif. Voilà. Et dessus, on va improviser. C'est une improvisation ou des variations. Ça fait partie de la pédagogie de l'apprentissage des musiques orales. Puisque j'ai enseigné moi-même. Vous voyez que j'en parle au passé. C'est pas que je suis à la retraite, hein, mais je me suis retiré. Ce qui est une forme de retraite. C'est pas une vidéo. Hein. Ah oui, il l'ouvre avec iTunes.
qu'on pourrait faire le noir, par exemple? Alors, en même temps, c'est des pygmées, donc c'est des noirs aussi, mais est-ce qu'on pourrait faire le noir pour que, justement, il puisse y avoir de... Voilà, c'est ça. Voilà. Donc une petite chanson, elle est tellement, comment dire, vous voyez quand même que c'est un peu le chaos dans le son aujourd'hui. Hein. On a du son partout. Tu vas passer une IRM, tu as de la musique. Tu vas chez le dentiste, tu as de la musique. Tu vas faire tes courses, tu as de la musique. Tu vas dans une galerie marchande, tu as de la musique. En fait, c'est un phénomène, c'est pour ça que c'est un art qui est le premier à être en crise, la musique, par rapport à tous les arts. C'est qu'il y a un phénomène de dévaluation. On lui enlève sa valeur. Parce que quand on surconsomme quelque chose, même sans le vouloir, hein, quand on surconsomme quelque chose, ce n'est plus une denrée rare. Une denrée rare. Vous voyez? Et c'est vrai que, un exemple, moi-même j'y contribue, hein, vous voyez, je suis un syndicaliste du silence, puisque quand je vais chez le dentiste, je lui demande d'éteindre la musique. Quand je suis allé aussi passer une IRM, j'ai demandé est-ce que vous pouvez éteindre la musique. Ah oui, séance de massage aussi, on met de la musique. En plus de la musique, Nature et Découverte, qui fait semblant que, mais en même temps, Nature et Découverte, c'est un peu le capitalisme, etc. Bon, bref. Donc je veux dire, j'écoute encore moins cette musique, mais parce que, quand je suis à quelque chose, je suis à ce que je suis. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose qui me détourne, ou qui remplit le vide. Vous voyez? On ne s'en rend pas compte. C'est pas méchamment, parce que je suis quelqu'un, même si je suis un peu des tendances un peu rebelles, je suis éduqué. C'est-à-dire que avant de vous dire d'aller vous faire voir, je vous dirai bonjour. Oui, enfin bon, bref. Je suis éduqué, c'est-à-dire que des fois je m'excuse d'avoir à dire ça. C'est vrai que j'ai pas envie de me faire remarquer en disant en IRM, oh mais c'est la première fois qu'on me dit ça. Déjà, bon ok, là tu t'es fait remarquer forcément. Oui, c'est la première fois qu'on me dit ça. Oui, mais sauf que là, voilà. Parce que ça remplit la peur, ça occupe l'esprit, c'est-à-dire on n'est pas en train de ce qu'on est en train on n'est pas à ce qu'on est en train de faire, mais qui vous dit que justement, en vous détournant d'une imagerie comme ça, IRM, eh bien en fait, votre muscle va changer, parce que vous n'y êtes pas concentré dessus. Moi j'ai envie de savoir vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, bon, là je délire un peu. Mais voilà, pensez peut-être à ça, et cette dévaluation, elle est énorme. Et puis on n'a plus l'habitude d'écouter, si on fait notre naïf à 2 francs 6 sous, notre gauche caviar par exemple, c'est ça les naïfs
C'est un peu la gauche, tu vois, qui est tout en faisant un peu de... Alors quand je dis gauche, ça ne veut pas dire que c'est l'aspect politique, hein, mais il y a des professeurs aussi qui sont comme ça, qui sont vraiment complètement utopiques, dans le fait, par exemple, en écoutant une musique exotique, oh c'est chouette, c'est mignon, ça fait penser à un conte. Voilà. Donc quand on écoute ça, on peut très bien penser naïvement à c'est une musique de conte, ça pourrait très bien aller pour un spectacle jeune enfant. Jeune public, pardon. Et c'est pas tout à fait ça. Et on n'est pas non plus habitué à écouter de la musique qui n'est pas forte. De la musique qui là, qu'est-ce qu'on entend? La sansa, donc c'est un piano à pouce, et qui a en fait des petits morceaux de fer autour, des lamelles, ce qui fait que ça donne ce son, ok? Et des claquements de mains, tranquillement, et un chant qui est fait comme ça. Bon, c'est vrai que quand on va en concert aujourd'hui, c'est plutôt... on te distribue des bouchons d'oreille pour pas que ce soit trop fort. Oui, ça vous est arrivé? Alors, bon, dans les musiques actuelles, en tout cas, dans les musiques électriques, voilà. Écoutez la musique tranquillement, non, on peut très bien jouer de manière précise et sans que ce soit fort. Notre coup peut être précis sans qu'il soit fort. Donc on vient d'entendre. La question, elle est bien sûr pas j'aime ou j'aime pas, mais se laisser avoir par cet art de l'instant. Qu'est la musique? C'est véritablement un art de l'instant. Dès que la note est jouée, ça y est, c'est parti. On ne peut pas s'arrêter, sauf pour faire silence peut-être, mais c'est un art de l'instant. C'est le seul art de la spontanéité, de l'immédiateté. Ce qui est joué de suite. Eh bien, quand j'étais... après avoir écouté toutes ces émissions de radio, j'ai fait aussi de la musique, et j'ai passé une dizaine d'années à fréquenter des communautés qui vivaient en France, des communautés du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, gitane, communauté afghane, communauté d'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, antillaise aussi, Martinique, Guadeloupe, et j'ai fait mon apprentissage de la musique en jouant in situ, presque dans une communication anthropologique très très forte, c'est-à-dire pour les moments de fête, de mariage, de baptême, et les moments et dans les soirées de cabaret. On pourrait dire que je fais partie de ces personnes qui ont appris par le concert. J'ai joué en concert directement, je ne suis pas passé par des cours. J'ai enseigné par la suite, parce que tout cet apprentissage a produit chez moi une réflexion pédagogique sur la transmission orale de la musique. Comment transmettre oralement, comment transmettre sans partition, comment créer du groupe. Je voudrais vous lire un petit texte que j'ai écrit. Ce qui me permet aussi de remercier toute l'équipe technique qui m'accueille, qui diffuse donc les images avec le son, et puis aussi Catherine pour cette invitation, même si vous ne me réinviterez pas. Non. Oh, qu'est-ce qu'il a? Il se sent pas légitime. Hein? Oui, exact. Venant d'un milieu populaire, effectivement, se retrouver là, avoir fait des études longues, c'est tout un travail, c'est le travail d'une vie, mesdames et messieurs. Vous pouvez sourire, hein, tout va bien en fait. Hein. Je ne veux pas dire que je fasse du développement personnel, ça va. Et j'ai déjà réfléchi au gourou, donc c'est réglé. Donc je me permets de lire le texte que je t'ai écrit. Une lettre à Catherine. Donc j'ai enseigné à l'école de musique de Vienne de 2004 à 2008, ici même. Vous vous en souvenez très bien, merci. Sous la forme d'un atelier de création avec des percussions, puisque je suis tambourinaire. Sylvie Ducatel, alors directrice, voulait accueillir dans son établissement de nouvelles pratiques pédagogiques ouvertes à la libre expression de l'élève. C'est moi.
Je proposais dans cet atelier un rapport décomplexé à l'instrument de musique par lequel l'élève découvre qu'il sait jouer sans lire une partition. C'est précis. Et en même temps, on se demande comment ça peut exister. Parce que c'est bien beau, c'est sur le papier. Mais en vérité, cette approche, puisque c'est une approche, ah désolé, on n'y est pas complètement, c'est une approche. Oh. Cette approche renforce la créativité personnelle et encourage le plaisir du partage, parce que c'était des séances collectives. Donc il y a la question de l'individu. Qui est en premier, l'individu, la société, le groupe ou le... On est ensemble. C'est la créativité de l'individu au service d'un partage collectif, dans ce qu'on appelle communément, dans le lexique des écoles de musique ou du conservatoire, la musique d'ensemble. Ce qui n'est pas la même chose que ensemble, la musique. Donc créativité personnelle, plaisir du partage collectif. Le seul fait, et là je vais vous en parler, d'utiliser la voix pour vocaliser ou chanter ce que l'on joue, facilite la mémorisation des sons organisés et libère un espace psychique de disponibilité mentale. Bon, je ne disais pas ça aux élèves, je le faisais. Mais il y a une différence entre théoriser ce que l'on fait et le faire. Ça passe par le corps, mais c'est important. Donc, mémorisation, le fait de chanter ou vocaliser pour mémoriser des sons qui sont en fait organisés. Hein. Qu'est-ce que la musique, si ce n'est du son humainement organisé, pour libérer un espace de disponibilité mentale. L'élève découvre alors un sens musical, parce que c'est un sens musical inédit, ludique et récréatif. D'ailleurs, tous les élèves, ils venaient toujours me voir quand ils voulaient s'amuser. Non, mais il faudrait savoir, on apprend ou on s'amuse? Les deux. Donc on apprend en s'amusant. Et le mot est important, une musicalité et pas la musique. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et qui est complémentaire à l'apprentissage de la musique. Parce que la musicalité, c'est le bien-être de l'enfant, c'est le bien-être de l'élève. C'est d'ailleurs grand ou petit, peu importe. Donc c'est une musicalité faite corps, c'est-à-dire un art spirituel que l'on incorpore, et non un dressage de l'excellence. Parce que l'excellence est un dressage. Je fais exprès de dire ça. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de l'excellence. Mais vouloir absolument qu'il y ait de l'excellence, ou l'imposer, c'est une manière aussi d'écarter ceux qui ont d'autres choses à dire. Et là, on interroge le système éducatif. Bien. Cordialement, Richard, on s'est vu. Parce que j'ai dit quand même cordialement à la fin de... Voilà. Et je te remercie, Catherine, de m'avoir permis d'écrire ça, parce que ça m'a permis aussi de formuler par écrit, donc l'importance de l'écriture, on est d'accord, de formuler par écrit ce que je pouvais expliquer par ailleurs à l'oral. Donc vous voyez, cette inculcation, cette manière de chanter, de vocaliser, c'est une manière d'apprendre. L'enseignant n'existe pas dans les sociétés traditionnelles. On s'approche de celui qui fait et on l'imite. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc plus il y a d'actions ou de situations où il va y avoir du collectif, où il va y avoir des situations sociales de fête, des situations sociales où il y a la musique et la danse, eh bien plus on va pratiquer et plus on va retenir, et c'est ce qui fera ensuite les groupes. Certains joueront tel instrument, d'autres instruments, et ce qui n'empêche pas d'ailleurs la notion du soliste, le soliste, ce n'est pas lui qui décidera qu'il est soliste, il sera reconnu par l'Assemblée, et il sera désigné comme étant celui qui sait, ou celui qui peut faire. Donc il faut cumuler à la fois un capital relationnel, il faut savoir avoir des relations, parce que tu as des relations avec le danseur. Si tu ne sais pas accompagner la danse, si tu ne fais pas plaisir aux femmes qui dansent, eh bien en fait, tu n'es pas considéré comme celui qui apporte de l'émotion, puisque dans certaines sociétés...
nous reproduisons des choses assez bêtement. Dans une soirée, par exemple, si on va demander à mademoiselle, dans une soirée, par exemple, où il y a des garçons et des filles, est-ce que quand même il n'y a pas un moment assez significatif où les garçons sont ensemble et les filles sont ensemble? Probablement. Pardon? Probablement. Ah, tu habites sur Mars ou sur Vénus? Probablement. Ah, tu regardes ta maman qui ne t'autorise pas à sortir pour que tu puisses vivre ces choses-là. Observation. D'accord. C'est une plaisanterie. C'est ça. Ouais. C'est ça, j'aime bien. C'est ça, et vous avez intérêt en plus. Bien. Oh, vous savez, je me suis tellement fait gronder quand j'étais enfant que vous pouvez y aller. J'ai résolu tout ce qui concerne la susceptibilité. Ce qui est quand même assez sympa aujourd'hui. Hein? Je ne suis pas susceptible. Vous pouvez m'insulter, je m'en fous. Il n'y aura pas de riposte. Je vois. Je voulais vous passer un truc, mais je ne vais pas vous le passer parce que le temps avance. Et d'ailleurs, en parlant de temps, merci, sachez que dans les sociétés traditionnelles, la question du temps est résolue, puisque l'avenir est réalisé dans l'instant. Pourquoi dans les sociétés traditionnelles? Dans les sociétés, il y a d'autres manières de concevoir le temps, il y a d'autres manières de le vivre, hein, d'autres manières d'en parler. Et c'est vrai que quand on se trouve, par exemple, dans les sociétés agraires, sociétés rurales, sociétés agraires, on sait très bien quand est-ce qu'on doit ramasser le blé, on sait très bien quand est-ce qu'on doit tuer le cochon, ici, dans le sud-ouest, on sait très bien quand est-ce qu'on doit tuer le mouton, on sait très bien quand est-ce que ça pousse, on sait très bien quand est-ce qu'il faut récolter, etc. Donc en fait, l'avenir est réalisé dans le présent parce que nous connaissons la saisonnalité. Donc il n'y a aucune raison de parler d'un avenir. Et c'est là où ça interroge véritablement la tyrannie du mot projet. Je vous interdis d'utiliser le terme projet dorénavant. Voilà. Ça vous parle? Alléluia. Non, parce que j'attendais un peu que ça sourie un peu, parce que vous souriez intérieurement. C'est un peu spirituel comme démarche. Ne vous séparez pas de votre corps. Donc je voulais vous montrer cet apprentissage qui a été filmé d'ailleurs, où je ne connais pas des élèves et on improvise des mélodies et à partir de ces mélodies, je leur demande de les chanter. Ah, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Bah, essaye de savoir ce que tu fais. Si tu ne sais pas le reproduire à l'instrument, parce que vous voyez, il y a tout un chemin entre effectivement, je pense quelque chose, je chante par exemple quelque chose, et ensuite je le reproduis sur l'instrument. Oui, une mélodie. Déjà ça. Il faut repérer. Ok? Bon, c'est repéré. Et comment tu avais fait rythmiquement? Ah ben voilà, tu l'as dans le corps. Ok. Vous voyez? C'est la manière de comprendre l'espace dans lequel nous allons mettre la musique. Parce que la question du temps, de la régularité, est résolue. Ce qui fait que je pourrais par exemple jouer de la musique et continuer à vous parler sans que ça me perturbe en quoi que ce soit. Donc je joue la musique là, et ça ne va pas s'arrêter. Voilà. Donc c'est une pratique que je vous encourage à faire, parce que comme ça vous serez disponible avec quelqu'un en direct quand vous serez au téléphone. Je la refais? Non mais c'est pas possible. Non. Au téléphone. Non, sois disponible, tu dis, oui, attends, excuse-moi. Oui, par exemple. Ou alors, tu écoutes en même temps et tu dis, ah oui, c'est vrai, oui, d'accord, ok, oui, etc. Cette disponibilité mentale, là, on est de... Oh, mais c'est pas possible, on est de plus en plus fermé quand même, hein, enfin fermé ou un petit peu recroquevillé, quoi, hydratez-vous. Bon, bref. Ça va, vous êtes bien assis? Bon, ça va. Je vous remercie pour votre patience et même si vous n'avez pas le choix. Mais en même temps, personne n'a quitté la salle. C'est soit de la conviction, soit de l'éducation. Je vous fais écouter une pièce d'un gars qui s'appelle Steve Reich,
C'est un musicien de musique contemporaine qui a travaillé sur les polyphonies et les polyrythmies africaines. Il est américain, et franchement, j'ai rarement vu dans les musiques contemporaines, enfin, en tout cas dans la société occidentale, maîtriser autant la notion d'espace et d'avoir résolu cette question de l'espace avec un tempo impeccable, où vous allez voir, vous allez entendre, donc ce sont des percussions qui sont jouées avec des baguettes, les bongos, vous voyez, bongos aigus, les bongos c'est des petits tambours qu'on met plutôt entre les cuisses pour jouer dans les musiques cubaines, ça se joue dans le son, voilà, de Cuba, et vous avez un petit tambour ici, et un petit plus gros tambour, voilà, et c'est profond comme ça. Et il joue avec des baguettes. Donc vous allez voir que dans cet enregistrement, il fait apparaître différentes dimensions, okay, différentes dimensions de la musique. Et tout est joué dans l'espace, c'est-à-dire que plus on remplit l'espace, il y a une différence entre, c'est arithmétique la musique, une différence entre je joue pa, 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 je double pa, 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 je double pa, 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 je redouble, et à un moment ça devient comme ça, comme un chat. Comme ça. Et en même temps, dans on va pouvoir placer alors que derrière ça continue. Le cerveau. Et ça a des effets, vous allez voir, c'est incroyable les plans, et je vais essayer de vous les présenter, ces plans, en les chantant. Un peu plus fort, s'il te plaît. Vous voyez le mouvement. Ça se rajoute dans les silences. Donc ça peut se danser, on va dire, ou se mouvoir, on va dire plutôt mouvoir. Vous voyez, je divise tout, pas pour régner. Voilà. Je double déjà. Écoutez les notes. Et ça disparaît. Et apparaît devant. Ça y est, ça se clarifie à nouveau. Et derrière toujours. Vous entendez? J'essaie de vous aider. Donc ce sont des plans, si vous voulez, qui fait apparaître exprès. Et derrière, ça continue toujours. Le débit.
ça dure 17 minutes. Que des plans comme ça qui apparaissent. Merci. C'est un exercice. En musique contemporaine, on joue avec les partitions. Eh bien, Steve Reich, même s'il y avait des partitions, voulait que ce soit exécuté sans partition. Certains y arrivaient, d'autres non. Qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi un apprentissage en termes d'institution, en termes d'académie, où il peut y avoir un apprentissage oral. Ça ne veut pas dire que c'est possible partout. La musique contemporaine a été créée pour prendre position contre la musique classique. C'est plus complexe que ça, on est d'accord. Mais elle n'est pas née n'importe quand, la musique contemporaine. Donc la musique contemporaine est arrivée pour faire une autre proposition que la musique classique. Ce qui fait qu'au tout début, comme en sociologie, comme dans d'autres disciplines, nous avions des jeunes, en général c'est une avant-garde, hein, c'est des jeunes qui voulaient proposer une autre musique tout en ayant une formation classique. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui quand on veut faire un petit peu tout, musique contemporaine, musique... Mais ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y a une hyper-spécialisation. Donc on encourage, et ça prend plus de temps, à toucher cette pluralité des mondes. Bref, jouer sans partition, c'est tout à fait vertueux dans le sens où on a le rapport au corps et on revient à quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit, on le remet dans le corps. C'est comme si on fait la démarche de réconcilier l'espace et le temps. Et ça me semble important. La réconciliation. Réconcilier ce que toute l'histoire oppose, toutes les oppositions stériles, qui sont infécondes, la différence entre le vrai et le faux, entre le beau et le laid, la différence entre... Toutes ces choses-là, elles ont été construites aussi par l'histoire, et il faut interroger l'histoire pour savoir qu'il y a des périodes où ce qui était beau avant devient laid, et inversement. Encore une fois, les phénomènes de valeur et les phénomènes de mode, dans le marché de l'art par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre n'est pas... qu'est-ce qui fait la valeur de l'œuvre? C'est une vraie question. C'est une vraie question qui a été traitée. Voilà. Donc je ne vous passe pas le petit film. Donc vous voyez, on n'a écouté que du son. C'est pas grave, de toute façon, vous avez vu une image. Hein. Voilà, c'est réglé. Et voilà, moi je continue toujours à enseigner, mais beaucoup plus en termes de transmission, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans un établissement où on vient dans la salle de classe, j'ai décidé plutôt d'aller vers les gens, ce qui fait qu'avec ma compagnie, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, enfin en tout cas évoquer le mot Antiquarks avec ma compagnie Antiquarks, une compagnie que j'ai fondée en 2008, plutôt en termes de compagnie, tiens, comme par hasard, on va dire la même année où j'ai arrêté l'enseignement académique. J'enseignais en conservatoire, à l'école de musique, donc à l'école conservatoire de Lyon, école de musique de Vienne, école de musique de Péage de Roussillon aussi. Et j'ai, on va dire, formé, ou en tout cas encouragé les enfants à découvrir la musicalité, à découvrir la joie de jouer, et par cette pratique aussi une possibilité pour eux de jouer avec n'importe qui, a priori. C'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui dans toutes les musiques des jeunes, hein. Les machines, le synthétiseur, la guitare, voilà. C'est-à-dire que tu entends ce que tu joues, et tu entends ce que l'autre joue, et tu te places dans la musique. Et c'est vrai que si par exemple vous toutes et tous êtes intéressés par cette manière d'appréhender, être intéressés ou en tout cas curieux, par cette manière d'appréhender la musique, je vous encourage fortement à faire des percussions. Parce que les percussions, c'est l'instrument le plus évident. Moi, c'est pour ça que je m'y suis mis. Et comme je suis vraiment un grand fainéant, je me suis dit, oh, bah, j'adore la musique, j'ai commencé par faire des percussions. Bon, j'ai découvert en fait que c'était un instrument le plus répandu dans le monde, quand même. Oui, bah, depuis la préhistoire. Oh, ben oui. Donc j'ai appris par la suite. Mais en tout cas, les percussions,
Vous avez effectivement des cours de percussion, ou alors peut-être qu'il faudrait faire des ateliers d'éveil musical, pas que pour les bambins, mais aussi pour s'amuser un petit peu. Voilà. Et tout ça, ça donne une musicalité, je dirais que même ça donne une envie de culture, c'est-à-dire que de découvrir d'autres musiques aussi, ou de réapprendre à aimer les musiques que nous aimions aussi. Parce que des fois, on n'écoute plus de musique qu'on écoutait, eh bien, les retrouver, mais avec une oreille de mélomane, avec une oreille qui a pris du recul, ou qui a pris de l'espace. Voilà. Je vous remercie.